D'accord, ça va dur. Après, on chante. Un, deux, trois. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'émission Vivre Libre. Est-ce que vous vous sentez vivre libre dans la société dans laquelle on se trouve, dans laquelle vous écoutez cette vidéo? Alors elle a pu être tournée il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, peu importe. Comment c'était avant, comment c'est maintenant, comment vous imaginez que ce sera après, notamment au niveau juridique et au niveau politique. Est-ce que vous sentez que vous êtes libre au niveau juridique de répondre à des affaires? Vous avez ce savoir-faire là? Vous savez quels sont vos droits et devoirs? Et au niveau politique, est-ce que vous savez que vous avez des pouvoirs d'action, de résilience? Et on va en parler aujourd'hui avec 2 super intervenantes. Donc, Laetitia Rigaud, bonjour. Bonjour. Tu es avocate? Oui, tout à fait. D'accord. Spécialisée dans... En droit des affaires. Droit des affaires. Wow. Et aussi, tu as une association. Je suis vice-présidente de la Fédération Résistance Civique Réunion Mayotte qui s'est créée en janvier 2022 dans le cadre des constats faits suite à la crise sanitaire. D'accord. On a beaucoup à dire là-dessus. Peut-être que ça ne se fera pas en juste une émission, mais voilà. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau avec notre amie Florence Zajewski. Florence qui est coach et en développement personnel et formatrice. Bonjour. Bonjour coach. Comment ça va? Bien. Voilà. Bien. Bien. Et donc, toi, tu es aussi une résistante, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse à non pas à la politique politicienne, mais à la façon dont on fait société, dont on décide de nos modes de vie. Tu m'as beaucoup envoyé d'appels au référendum, par exemple. Oui. Voilà. C'est exact. Je t'ai vu faire ça. La question que j'aimerais vous poser pour commencer, c'est dans vos métiers respectifs, c'est quoi vivre libre? C'est-à-dire, pas dans les métiers, mais dans la politique pour Florence et dans la justice pour Laetitia. C'est quoi vivre libre? Alors, justice et quelles sont les emprises? C'est un peu antinomique, puisque, a priori... pour expliquer ma pensée, le droit, c'est la règle. Ouais. Donc, c'est pas véritablement à la base la liberté. Vivre libre pour moi dans le droit, c'était avoir confiance dans le système judiciaire. C'était ça ma définition de la liberté, c'était savoir que la règle allait dans le bon sens et que justement elle protégeait, elle était là essentiellement pour protéger. Ça, c'était une croyance que j'avais jusqu'à récemment. Et ça a changé du coup? Oui, ça a changé le 5 août 2021. Ouais. Et puis, quand le Conseil constitutionnel nous a indiqué que cette loi du 5 août qui venait imposer l'obligation vaccinale était finalement conforme à la Constitution pour les articles, en tout cas, qu'ils ont examinés, parce qu'ils n'ont pas tout examiné, effectivement. Mais quand on a laissé tout ça se mettre en place, je me suis dit que finalement, le droit, c'était pas la sécurité. Et ça a totalement, effectivement... refonder peut-être une naïveté que j'avais, sur laquelle j'exerçais depuis 25 ans ma profession, qui était que le droit avait du bon sens et qu'il était là pour protéger. Voilà. Et du jour au lendemain, cette loi du 5 août, elle a mis des milliers de soignants à la rue, sans revenus et sans métier, parce qu'ils refusaient de se soumettre à une injection d'un produit expérimental en phase d'essai clinique, et en phase d'essai clinique jusqu'en décembre 2023. C'est l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union qui dit qu'on est bien en phase d'essai clinique. Et parce que ces gens ont refusé cette injection, ils se sont retrouvés sans rien. Et aujourd'hui, ils ne vivent pour certains que des dons qui leur sont faits par les gens qui vivent autour d'eux. Donc voilà, j'ai vraiment changé de réalité ce jour-là. Waouh, c'est vraiment puissant. On va développer ça. Dernièrement, sur ce même plateau, nous avons vu que la liberté en justice, avec un autre intervenant, c'était arriver à dénouer nos conflits sans avoir à faire appel à un juge. Ce serait de plus en plus des rapports amiables, mais pour ça, il faudrait que le droit soit un droit qui soit compréhensible par tous, qu'on puisse savoir chercher dans les textes de loi, qu'on puisse avoir relation aussi avec la personne avec laquelle
on est en conflit et puis discuter. Ça, c'est pas facile avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou des ministres. Donc, l'idée que j'aimerais qu'on puisse trouver, peut-être on y arrivera ou pas, c'est un défi, c'est comment est-ce qu'un citoyen qui ne connaît pas forcément la justice, ni la loi, ni le droit des affaires, ni le droit social, ni rien, peut, dans une situation pareille, faire preuve de résilience, apprendre et savoir quoi faire. Voilà, j'ouvre juste cette réflexion-là. Toi, comment tu vois cette situation-là, toi, Florence? Pour moi, tout au long de la vie, on a des découvertes et des expériences plus ou moins agréables. Et on n'a pas forcément les réponses à chaque situation. Par contre, c'est l'occasion d'aller chercher des solutions. Soit par réseautage, en questionnant les gens de notre entourage, est-ce qu'ils ont connu des problématiques similaires pour pouvoir s'inspirer, s'informer et puis ensuite peut-être agir. En tout état de cause, dans la vie de tous les jours, moi j'ai pu expérimenter la conciliation et la négociation plutôt que certaines actions en justice. Pour d'autres motifs, simplement que le motif c'est la durée et la longueur des procédures. Et pour ce motif-là, à titre personnel et professionnel, y compris dans l'activité de mon conjoint, on a préféré rentrer dans des discussions, négociations, accords, arrangements, plutôt que de passer stricto sensu par la voie juridique. Ouais. Et puis rien n'empêche de se faire accompagner. Ouais. Si on va sur la partie juridique immobilière, il y a des conseils juridiques qui peuvent être gratuits, qui existent comme la DIL par exemple pour certaines personnes, mais dans différents domaines de problématiques, il y a des textes de loi et il y a des personnes professionnels qui peuvent accompagner de manière gratuite ou payante. Là, concrètement, par exemple, pendant la crise, il y a une décision politique qui a obligé les commerçants et les entrepreneurs qui reçoivent du public à imposer certaines mesures, c'est-à-dire à vérifier si les gens ont le masque, pour certains à vérifier s'ils avaient fait le vaccin. Oui. C'est une décision qui coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une pénalité pour l'entrepreneur, parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Comment vous avez fait avec ton conjoint? Parce que lui, il est l'entrepreneur aussi, il a quelque chose. Comment on fait dans ce cas-là? Parce qu'on ne peut pas négocier apparemment avec un gouvernement, avec un président, avec un conseil constitutionnel. C'est quelque chose... Je veux bien, on peut s'informer. On peut être... peut-être accompagné par quelqu'un, mais la loi est tombée, tout le monde commence à le faire. La police débarque dans le resto, dans l'établissement, et là, il faut se justifier, sinon on se prend une amende de 6 000, 11 000 euros. Nous, personnellement, dans un premier temps, on a décidé de fermer la terrasse, parce que on n'était pas OK avec le fait de devenir des contrôleurs de nos clients et qu'on ne souhaitait pas rentrer sur un aspect santé qui ne nous concerne pas. Pour nous, ça ne correspondait pas à nos valeurs et ça ne veut pas dire que c'est pour autant facile, agréable. Oui, ça a eu des répercussions parce que du coup, c'est moins de clientèle sur la partie terrasse puisqu'il n'y a plus de terrasse pendant plusieurs semaines. Mais à un moment donné, c'est analyser la situation et se dire qu'est-ce qu'on fait? Et si financièrement on n'avait pas pu se permettre, on aurait peut-être appliqué cette loi, même si on n'y adhère pas, par exemple. Et c'est toute cette partie-là qui est C'est-à-dire qui est que assez c'est dans les complexe. limites financières acceptables pour vous pour pouvoir résister. Ça rentre effectivement, malheureusement, en ligne de compte. Moi, je m'en suis rendu compte, oui. Ouais. Oui, bien sûr. C'est évident. Bien sûr. Waouh, c'est fort. Et sans compter toutes les inquiétudes qu'il y a eu de la part des équipes et autres sur l'impact des commentaires et la façon dont ça pouvait être vécu par la clientèle. Et si on contrôle, et si on contrôle pas. On est arrivé dans une dynamique qui n'a rien à voir avec notre métier de base, quoi. Waouh. C'est Des réflexions qui ne concernaient pas oui. à faire le pain, à faire un plat, à le servir. Non, c'était comment mettre en place une borne pour voir qui s'est fait injecter et qui ne l'a pas fait. Et face aux préconisations de vaccination, on n'a pas été porteur du message auprès de nos équipes
parce que j'estime que ça n'est pas de notre rôle. D'une part, au-delà de mes convictions personnelles. Waouh, c'est assumé. Très bien. Ben, la discussion est ouverte, chers amis. Je sens qu'on a de telles expériences et connaissances autour de la table. C'est moi qui ai à apprendre de vous. Moi, pour rebondir sur ce que dit Florence, je rebondis sur ce que dit Florence. Moi, il y a 2 réflexions qui me viennent en tête et qui sont pour moi fondamentales. La première, c'est que le pouvoir politique, c'est nous, c'est pas le gouvernement. Et que les citoyens ne doivent pas accepter ce qui ne leur convient pas. Et que ça, c'est une question de résistance active. Parce que la résistance passive, elle est extrêmement forte, mais elle n'est pas utile. Il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, qui nous le disent d'ailleurs, puisque moi, en tant que vice-présidente de la fédération, je le reçois, qui nous soutiennent, mais qui le font de manière passive, ou je dirais presque cachée, justement par peur. Mais il n'y a pas à avoir peur, parce que quand la majorité va dans un sens, c'est la majorité qui doit l'emporter. Et on ne cesse de nous raconter, d'essayer de nous convaincre que la majorité va dans le sens de la vaccination, c'est bien, mais je ne suis pas certaine que ce soit vrai. Donc il faudrait que les gens fassent connaître leur position, parce que ça nous permettrait de savoir où est la majorité, et justement de pouvoir construire autour. Ça, c'est la première chose. La première résistance, elle est donc citoyenne et collective. Ça, c'est très, très important. Voilà, partir du principe qu'on ne peut rien faire, c'est partir dans la mauvaise direction. On peut toujours faire quelque chose. Et individuellement, quand on fait quelque chose, collectivement, on fait quelque chose. Voilà. Donc, il faut absolument se mobiliser quand on n'est pas d'accord. Donc et à côté de cette résistance citoyenne, il y a la résistance juridique. Et ça, c'est ce qu'on a mis, nous, en œuvre par le biais de tout un tas d'actions. Il y a un collectif des 300 qui s'est créé au niveau national, le collectif des 300 avocats qui se sont levés contre les mesures liberticides qui nous ont été imposées. On a vécu des mois difficiles, parce qu'on a vécu des mois à encaisser des décisions négatives qui nous semblaient surréalistes et complètement en dehors des règles de droit pour certaines. Alors, il y a eu de temps en temps une décision qui nous a remis du baume au cœur. Je pense notamment au Conseil de prud'homme d'Alençon, il y a le 1er mars, qui a dit non, l'obligation vaccinale pour les infirmiers, ça ne se justifie pas, c'est contraire aux textes internationaux, donc on ordonne la réintégration et le paiement des salaires depuis le mois de septembre. Wow. On a eu une décision dans le vrai, parce qu'on est dans le vrai, cette décision est dans le vrai, sauf que très peu, pour l'instant, de juridictions ont été interrogées, et que sur celles qui ont été interrogées, les décisions ne sont pas toujours allées dans le bon sens, pour des raisons diverses et variées. On a aussi une deuxième décision qui nous a mis du baume au cœur. Alors je dirais que là, on a tellement encaissé pendant des mois qu'on se dit que peut-être les choses sont en train de changer. C'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient de rendre une décision contre la Suisse, et qui dit non, l'interdiction de réunion en Suisse a été trop loin pour être conforme aux libertés individuelles qui sont protégées par la Convention européenne des droits de l'homme. Et en France, on est allé bien au-delà de ce qui a été sanctionné il y a quelques jours par la CEDH en Suisse. Wow. Nous, on a été confinés, couvre-feu, port du masque, interdiction de bivouac, pas le droit d'aller à la plage, pas le droit de sortir pour la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que c'est difficile de s'en souvenir vu qu'on a des arrêtés préfectoraux toutes les semaines ou tous les 15 jours. Forcément, comme les règles changent toutes les semaines et tous les 15 jours, c'est très compliqué à suivre. Mais on a cette décision de la CEDH qui nous dit non. L'interdiction de réunion et de rassemblement, quand elle est trop générale, elle est contraire à la CEDH. Et ça, c'est une des premières décisions qu'on a. Et voilà, la résistance, elle est citoyenne, elle est collective et elle est juridique. Et j'ai l'impression que la résistance juridique commence à porter ses fruits. Je reste optimiste. Et pour toi, c'est quoi la résistance, Florence ? Est-ce que dans un monde où on vit libre, dans cet idéal de monde où on vit libre, on a besoin de résister, ou alors est-ce qu'il y a plus utilité de résister à quoi que ce soit ? Moi, je pense que c'est propre à chacun, c'est à chacun de se poser la question intérieurement. Pour ma part, à partir du moment où quelque chose ne me convient pas, ça me crée une émotion inconfortable de colère, et c'est un message pour moi. Ça me dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, et ça m'invite à faire quelque chose pour que ça me convienne davantage. Et si je ne fais rien, je m'enferme dans un schéma de souffrance. Et je perds la tête, ou ça perd son sens, en fait. Donc il y a un risque d'épuisement personnel à faire semblant que ça va bien.
à faire semblant que ça va bien, tout en se disant qu'on peut rien y faire, ou à imaginer qu'on peut rien faire, à se sentir impuissant. Ça crée des dépressions. Oui, du mal-être assurément, des dépressions oui, des implosions, des maladies qui se créent, des difficultés de sommeil pour certaines personnes, et puis des explosions aussi dans les relations aux autres, au travail ou dans la vie de tous les jours, par l'accumulation d'incohérences ou de choses qui ne nous satisfont pas individuellement en fait. D'ailleurs, scientifiquement, il est prouvé que le burn-out en soi n'est pas l'excès de travail, mais la différence d'éthique entre soi et le travail que l'on fait. Et donc la personne qui travaille fait quelque chose qui ne lui va pas éthiquement, mais elle ne dit pas. Elle le dit pas. Elle continue. Et à un moment donné, ça coupe. C'est il y a une association de perte de sens, alors qu'on associe ça entre aux mes pauses, valeurs, les valeurs de la structure. On dit il faut faire des pauses, de la méditation, mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est est-ce qu'au niveau éthique, j'ai un ami là qui est en dépression, parce que tellement il a joué le jeu, tu vois, le jeu de l'image. On se donne une image de quelqu'un qui est bien, tu vois, qui tout en positif, qui va de l'avant, etc. C'est bien. Mais quand tu es vulnérable, quand tu as pris un choc, quand tu t'es pris des balles, quand il y a des choses qui te vont pas et tu n'en as pas parlé, ça reste, ça s'accumule, comme tu dis, Florence, et ça pousse certains au suicide. Voilà. Donc là, autour de la table, on a deux actrices de la société civile au niveau juridique et politique, avec une connaissance, moi je ne sais pas si les téléspectateurs, c'est une connaissance incroyable du vécu, c'est-à-dire les lois qu'elles sont allées voir, les mesures, chaque détail que moi-même j'ai pas réussi à suivre. C'est-à-dire quand je regardais ton domaine, Laetitia, tous les jours il y avait des nouvelles lois, des nouvelles mesures. Je me disais, mais où est-ce qu'on en est ? Tous les jours il y avait, médiatiquement, politiquement, juridiquement, des nouveautés chaque semaine. Et impossible pour un seul cerveau de le retenir. On est dans un magma d'informations et on ne sait pas quoi faire. Moi, j'aimerais dans cette émission, si on arrivait à construire quelque chose ensemble, sur la durée, de poser, on fait quoi dans ce genre de situation-là ? Donc là, vous avez donné quelques réponses pour commencer. C'est un titre personnel, tu disais Florence, que ça commence. Tu disais aussi, Laetitia, il faut être honnête avec soi-même, rentrer en résident, ne pas avoir peur de le faire. Mais j'aimerais avoir vos mots à vous. Vos mots de militante, de coach, de professionnel du droit des affaires. Pour dire, voilà, on arrive là, on veut construire cette connaissance ensemble pour la diffuser, pour la délivrer, que la prochaine fois, admettons, on vit dans un monde libre et tout à coup, on commence à se faire agresser par des mesures politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord. Comment on agit ? C'est quoi le processus avec lequel on commence, on continue, on garde le cap, et puis on aboutit à quelque chose ? C'est un vaste sujet. Oui, vaste sujet. Pour moi, déjà, on commence. Moi, en tout cas, c'est ça. Tu commences par t'écouter toi à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui te met mal à l'aise, ce qui te pose des questions. Tu vas à la recherche d'informations pour développer ton esprit critique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire collecter de l'information pour te faire ta propre idée sur une chose à partir de sources, et puis d'en discuter avec différentes personnes du domaine de la mesure du possible, parce qu'il y a tellement de domaines, c'est vaste. Donc c'est s'informer. Pour essayer d'aller vers des informations le plus factuelles ou tangibles possible, et intégrer des aspects de santé, de sécurité sur les aspects dont on vient de parler au niveau des décisions politiques de ces derniers mois et années. Donc il y a déjà ça, mais c'est déjà se reconnaître dans la situation, s'informer et puis oser en parler. Et puis oser en parler, effectivement. Voilà. Déjà pour toi, c'est ça. Pour toi, Laetitia, tu dirais quoi ? Oser poser des questions aussi. Le sujet est tellement vaste, en fait, j'essaye de réfléchir tu peux le réduire à ta discipline juridique. Oui, justement, comment j'ai vécu les choses d'un point de vue juridique. Moi, depuis le 5 août, je dirais qu'il y a eu 3 phases. La première phase a été celle de la confiance. Je me suis dit, c'est bon, on a toutes les institutions qu'il faut pour mettre fin à ça. C'est pas possible, donc ça va s'arrêter très vite. Et puis on a vu passer le Parlement qui n'a pas fait barrage, le Conseil constitutionnel qui n'a pas fait barrage, le Conseil d'État.
C'est rien. qui n'a pas fait barrage. Et là, j'ai commencé à me dire, bon là, ça ne marche pas, il faut passer à autre chose. Alors la deuxième phase juridique, ça a été d'expliquer, de rassurer tous ceux qui étaient concernés directement par les mesures qui étaient prises. C'est-à-dire qu'on a été pris d'assaut, et notamment par les soignants, les pompiers, les ambulanciers, tous les gens qui étaient soumis à l'obligation vaccinale, qui sont venus nous voir en nous disant qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les textes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils ont le droit de nous suspendre, pourquoi on n'a plus de revenus. Et on a eu des zooms pendant des mois, des zooms hebdomadaires avec des dizaines et des dizaines de soignants pour expliquer, décortiquer, clarifier, rassurer, mais c'était pas très facile, mais au moins poser le cadre, parce que déjà le cadre était compliqué à intégrer. Ça, c'était la deuxième phase. Et la troisième phase a été de dire, bon, ce cadre, maintenant qu'il est posé et qu'on l'a bien compris, il ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est là que part ta question. Et c'est la phase dans laquelle on est là actuellement, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Juridiquement, on fait toutes les actions possibles qu'on peut déployer. On a encore un recours contre l'arrêté préfectoral Réunion qui est sorti le 17 mars, qui a été déposé dimanche, pour dire c'est pas bon, le Sénat a dit le pass vaccinal c'est pas possible, à La Réunion on est un des seuls territoires encore concernés, sur tout le territoire national c'est pas possible, il n'y a rien qui le justifie, etc. Donc on essaye d'expliquer, on fait de la pédagogie, on saisit les tribunaux, là on a une action en cours pour un médecin qui est en arrêt maladie et auquel on paye plus les actes de sa remplaçante parce qu'il n'est pas vacciné, ça n'a aucun rapport. Donc, on est en train de saisir en référé d'erreur le président du tribunal judiciaire pour lui dire dites-nous ce que vous en pensez. En fait, il faut aussi que les gens se positionnent, donc il faut les interroger. Pour les interroger, il faut qu'on ait des dossiers qui nous permettent de dire voilà la situation de cette personne-là, voilà quel cas elle illustre, qu'est-ce que vous en pensez ? On en discute, on n'est pas d'accord, vous nous dites, et puis après on montera à la cour d'appel, à la cour de cassation. On fera tout ce qu'il faut, les développer, et c'est très très long. Donc, après cette phase judiciaire qui va être très longue, il y aura la phase de la construction de l'après. Parce que pour moi, c'est aussi une phase très importante. C'est juridiquement et politiquement, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Enfin, pour que tous les constats qu'on a faits et qui sont contraires à nos convictions et à nos valeurs, on puisse faire en sorte qu'ils ne soient plus attaqués comme ils viennent de l'être là. Donc, comment on construit la suite ? Et c'est déjà une chose sur laquelle on est en train de commencer à travailler. Comment on construit la suite, Enfin, si tu voulais réagir, vas-y. Oui, moi je me reposais juste une question. Il y a une médecin qui a été interrogée convoquée par les députés et sénateurs par rapport à la fameuse enquête publique entre guillemets des sénateurs et des députés qui se disent finalement ils savent plus trop sur quel croire. Sur quel pied danser, quoi croire. Et Et donc du coup ils ont questionné une médecin qui elle explique au début et à la fin de son intervention d'1h30 que pour cette crise sanitaire c'est la première fois ils ont créé une instance spécifique, alors que d'habitude, si je dis pas de bêtises, ils font appel à des instances publiques pluridisciplinaires qui intègrent les aspects sanitaires et aussi les dégâts collatéraux, les dégâts économiques, les dégâts psychologiques, etc. Et cette docteure a expliqué au début et à la fin, quand un député lui dit « Madame, pourquoi je vous croirais vous plutôt que les autres gens qui m'ont donné des chiffres et des analyses ?» Elle lui dit parce qu'il y a des instances qui sont pluridisciplinaires et qui sont efficaces et qui ont travaillé sur la vache folle, sur H1N1, sur d'autres choses avant. C'est juste que là, on les a pas consultés. Donc pour construire l'après, ce serait d'utiliser déjà les systèmes institutionnels qui existent déjà, qui sont pluridisciplinaires. À ma connaissance, en tant que citoyenne, en tout cas. Tout existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, tout existe, mais rien n'a marché. Donc en fait, ce qu'il faut renforcer... Ils ont été chantés quand même, ces fameuses instances. Mais elles existent. Oui, elles existent, mais rien n'a fonctionné. Le gouvernement a décidé de créer une autre instance. Qui, elle, n'est pas sans conflit d'intérêt au passage. Et d'ailleurs, nous, citoyens, on ne sait pas, parce que vous êtes spécialiste de ça. Ah non, mais moi, je suis juste citoyenne. Mais t'es citoyenne qui t'informe. Oui, je suis d'accord, je m'informe. Tu pourrais avoir un bac plus de je sais pas combien dans ce domaine. Mais du coup, à ma connaissance, à aujourd'hui, dans des actions citoyennes, voire juridiques, mais en tout cas, moi, à mon niveau, je me dis qu'en tant que citoyenne, j'ai envie d'écrire aux sénateurs et aux députés, de mettre en référence
cette convocation avec toutes ces explications et de demander effectivement quels garde-fous. Est-ce que déjà ils ont réhabilité les fameuses instances et que maintenant ils font appel à ces instances-là qui sont sans conflit d'intérêt et pas à celle qui a été créée juste pour cette période actuelle de crise sanitaire. Et secondo, qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau juridique, administratif, constitutionnel, j'en sais rien, pour qu'à l'avenir, systématiquement, cette instance, elle soit respectée, utilisée. Efficace. Et aussi qu'elle se revendique si on ne fait pas appel à elle. Moi, j'arrive même pas à comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre. Il y a quelque chose en qui tant que existe qui citoyen. n'a même pas dit vous ne m'avez pas consulté. Ça n'a pas fonctionné, tu disais Laetitia, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne? Alors, j'avais suivi les auditions devant la commission d'enquête du Sénat sur le pass vaccinal, mais je ne sais pas si on fait référence à la même chose. Mais est-ce que tu fais référence au Conseil de défense, qui est devenu Conseil de défense sanitaire, et qui normalement, effectivement, réunit toutes les instances politiques et professionnelles habilitées à prendre des décisions au niveau national, et qu'on a classé secret défense. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a accès à rien. Ah, d'accord. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui se discute. Il y a une instance juridique qui a été créée. C'est un conseil. Le Conseil de défense existe. Ouais. Ils lui ont accolé l'adjectif sanitaire, parce que c'est devenu un Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu hebdomadairement pour gérer la crise. Et donc, effectivement, qui n'était pas tout à fait dans le cadre de ce qui existait normalement. Mais c'est surtout que on ne sait pas de quoi ces gens discutent et tout est classé secret défense. Donc on a aucune possibilité d'aller voir comment ça fonctionne. D'accord. Pour que les choses fonctionnent, pour construire l'après, il faudrait quoi en quelques mots avant de conclure? Pour moi, il faudrait finalement pas grand-chose de plus parce que je pense que vraiment tout existe. Et je me demande si en fait il faut... Alors je sais pas, c'est une idée sur laquelle il faudrait peut-être travailler, c'est peut-être pas la solution, mais peut-être quelque chose de plus collégial à un moment. C'est-à-dire que le fait de concentrer trop le pouvoir de décision entre les mains de une ou deux ou trois ou même 5 personnes pour décider de l'avenir de 70 millions de personnes, à mon avis, c'est pas possible. D'accord. Florence? Moi, j'aime bien l'idée de réduire un petit peu le pouvoir pour que ce soit un pouvoir représentatif et pour tous les aspects sanitaires qui vont arriver encore dans les années à venir, qu'on utilise les instances qui ont déjà fonctionné, qu'il y ait des garde-fous et qu'il n'y ait pas un individu ou quelques-uns qui puissent décider de créer d'autres groupements de conseils. Moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais oui, qu'on applique déjà ce qui fonctionnait ces dernières années, en fait. D'accord. C'est pas forcément des nouvelles choses. On va essayer d'appliquer ce qu'on a déjà, parce qu'on a des trésors juridiques, politiques déjà entre les mains. Ça s'appelle la démocratie. Et d'ici notre prochaine rencontre, on en parlera avec joie pour Vivre Libre. D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.